Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de vidéos consacrée à Dragon Ball et à Toriyama. Alors la chaîne s'adressera principalement aux vieux fans trentenaires comme moi, ou aux plus jeunes qui ont découvert Dragon Ball plus récemment. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer, en images, en dessin, comment j'ai vécu le phénomène Dragon Ball dans les années 80 et 90. Ah oui, je suis belge, alors vous allez avoir droit à du 90 et pas du 90. Désolé d'avance. Et puis, désolé d'avance aussi pour la longueur de cette vidéo, parce que j'ai plein d'anecdotes à vous raconter. Dragon Ball a vraiment rythmé notre enfance et notre adolescence à l'époque. Le 16 mars 1988, sort pour la première fois Dragon Ball en France, au Club Dorothée évidemment. Alors la série est un peu perdue au milieu d'autres titres comme Bioman, G.I. Joe, Juliette Je t'aime à l'époque, Lamu ou Wingman. Alors rappelez-vous de ce mythique générique évidemment, d'Ariane, Dragon Ball contre l'immoral, méchant Torak à la force bestiale. Alors ce fameux méchant Torak, quand j'étais gamin, je croyais que c'était le grand singe qui était recouvert de la coupole du château de Pilaf, qu'on voyait à la fin du générique, mais il n'en est rien, on n'a jamais vraiment su qui était ce méchant Torak, évidemment. En 1990, Dragon Ball commence à avoir vraiment pas mal de succès en France, et on voit fleurir un peu de merchandising. Alors notamment un jeu sur la NES, sur la Nintendo, première du nom, qui s'appelait La Légende de Shenron. Jeu tout à fait pourri. Comme à l'époque, le manga n'était pas encore très loin, n'était pas très avancé encore, il y avait pas mal de personnages et d'ennemis qui étaient complètement inventés, qu'on n'avait jamais vu dans le manga. Alors un jour j'ai un ami qui vient avec le jeu chez moi, et puis on commence à l'essayer, on joue pas mal. On arrive à la fin, et à la fin du jeu, il était très dur le jeu, mais après pas mal d'efforts on a réussi à aller jusqu'à la fin. À la fin du jeu il y a un boss, un robot, tout à fait typé style Toriyama, mais c'est une bouillie de pixels, on comprend pas bien ce qu'on voit. Là je l'ai dessiné, voilà, c'est le robot inédit, personnage inédit, qu'on ne reverra jamais. Et moi, évidemment, à l'époque, je pensais que c'était le méchant Torak, à la force bestiale. Dragon Ball Z débarque sur TF1, et à l'époque, je me souviens, je suis tombé sur un Club Dorothée magazine où le logo de Dragon Ball Z, en fait, c'était Dragon Ball 2. Le Z était remplacé par un 2. Heureusement, on y a échappé. C'était bien DBZ en France. Les épisodes étaient diffusés le mercredi après-midi, et le jeudi matin, c'était la discussion dans la cour de récréation. On parlait du dernier épisode de Dragon Ball. Et alors évidemment un jour, tout le monde se tait, abasourdi. C'était le lendemain de la première transformation de Sangoku en Super Saiyan. Personne ne comprenait vraiment ce qui s'était passé. En mai 1993, Glénat sort le manga Dragon Ball en français. Alors tout le monde l'attend évidemment, ça sort même en demi-volume en librairie. Et pour moi, c'est vraiment une révélation parce que je découvre enfin le vrai style de Toriyama en bande dessinée. Donc j'appréciais beaucoup l'animé, mais quand j'ai vraiment découvert le trait de Toriyama, ça a été un choc, ça a vraiment été une révélation pour moi. 1993, c'est aussi l'avènement de la Super Nintendo, la Super Famicom. Et mon voisin et moi, on se décide d'acheter une Super Famicom et le fameux Super Butoden 2, en version japonaise. Alors le jeu, nous, il était en japonais, on comprenait rien, mais tout ce qui nous importait, c'était les combats, évidemment. Et puis au fil de l'histoire du jeu, on découvre des personnages qu'on n'avait jamais vus. Broly, Bojack. Alors à moins d'avoir accès à l'import à l'époque, comme on n'avait pas internet, on n'était pas toujours au courant de ce qui se passait au Japon.
Alors évidemment, j'ai cru que c'était le méchant Thorak aussi, mais voilà, c'était des personnages qu'on ne connaissait pas du tout, on ne savait pas d'où ça venait. Les OAV étaient assez inconnus à cette époque-là, chez nous. En 1994, j'accède à des petites boutiques d'import. C'était principalement des boutiques d'import de jeux vidéo, mais il y avait toujours un petit coin manga, Dragon Ball. Et j'achète mon premier volume en japonais. Et je découvre avant tout le monde, avant tous les fans, que Gohan a un frère, Goten. Ça me met un peu en marge des autres, je me passionne pour le japonais. Et puis mon rêve, évidemment, à cette époque-là, c'est de partir au Japon. Alors je me fais offrir aussi par ma maman, bien gentille, la série des OAV éditée par AB Productions. Alors, quand je les reçois, bien content, elles passent en noir et blanc. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les lecteurs de cassettes vidéo belges lisaient le PAL, alors que les cassettes vidéo françaises étaient SECAM. Donc je me fais un peu avoir à l'époque. Alors à cette époque-là, tous les personnages que je découvre dans les OAV, c'est des Broly, des Bojack, c'est l'apologie du gros muscle, et pas mal de gens sont restés dans cette idée de Dragon Ball, gros muscles, testostérone, et c'est vrai que du coup, la nouvelle vague, Dragon Ball Super, Battle of God, etc., de personnages tout maigres, les personnages les plus puissants sont les personnages les plus maigres, Whis, le Super Saiyan God, Beerus, Zamasu, tous ces personnages sveltes, ça c'est la décision de Toriyama évidemment de clasher avec l'époque gros muscles. En 1995, je m'offre mon premier V-Jump. Alors c'est un magazine extraordinaire à l'époque parce que ça reprend énormément de choses concernant Dragon Ball, Toriyama. Voilà, c'est le magazine de Toriyama et tout ce qui l'entoure. Donc à partir de là, j'essaye de m'en offrir le plus possible, dès que je peux. Cette année-là, Glénat sort aussi Dr Slump en français. Alors, je me passionne vraiment pour le style Toriyama parce que je découvre avec Dr Slump que Toriyama, c'est pas seulement les combats de Dragon Ball, mais c'est aussi et surtout un humour efficace. Je pense que c'est vraiment la marque de fabrique de l'auteur. Alors je m'offre aussi mes premières Cardass, donc mes premières cartes de collection Dragon Ball, et je lance la mode dans mon école, je peux dire ça comme ça en tout cas. En 1996, c'est l'année de la sortie de la collection des Daizenshu de Dragon Ball, les artbooks mythiques, et enfant gâté que je suis, ma maman m'offre pour Noël toute la collection. Alors ça doit être le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Et à l'époque, c'était vraiment le Graal, le Saint Graal de tous les fans de Dragon Ball, évidemment. Alors, grâce au magazine V-Jump, j'apprends la sortie du jeu Tobal numéro 1, un jeu de Square, de combat, dont le character design vient de Toriyama, évidemment. C'est ce que je suis en train de dessiner là. Et le jeu était vraiment très très bon à l'époque. Du coup, ça m'inspire et je me lance dans la création d'une bande dessinée mêlant l'univers de Dragon Ball et celui de Tobal, un grand tournoi intergalactique. Et à l'époque, je me rappelle que certains amis à moi étaient persuadés que je deviendrais le nouveau dessinateur de Dragon Ball après Toriyama. Bon, entre-temps, heureusement pour nous tous, c'est Toyotaro qui a repris ce rôle. Voilà, donc les Tobal qui sont sortis sur PlayStation et la fameuse cover japonaise qui est absolument magnifique. La série Tobal qui reste indispensable sur PlayStation 1. En 1997, Glénat publie L'apprenti mangaka, un petit manga sympathique de Toriyama. Et ça m'apprend les bases de la création de personnages. L'air de rien, c'était très direct et très efficace. Donc accessoires, personnalisation, faiblesse des personnages, les poses, les expressions, les actions, le design simple. Et finalement, cette recette, si on regarde bien, Toriyama l'applique toujours à l'heure actuelle sur ses personnages. D'ailleurs, celui que je dessine, vous allez vite comprendre. C'est aussi l'époque de la démocratisation d'Internet chez le grand public. Et moi, en tant que fan de Dragon Ball, je surfe sur un site qui s'appelait à l'époque Daizenshu X, et qui va devenir le fameux Kanzenshu que vous connaissez sans doute. Alors à l'époque, il propose sur des pages rudimentaires
les résumés, synopsis des épisodes de Dragon Ball GT, qui étaient la suite et auxquels on n'avait pas forcément accès en tant que fan à l'époque. J'ai aussi continué innocemment à collectionner tout ce qui concernait Dragon Ball GT à cette époque-là. « 1999, ça fait déjà 10 ans qu'on mange du Dragon Ball à toutes les sauces en France, et débarque Dragon Ball GT. Tout le monde se réjouit de découvrir la suite de DBZ, mais très vite les fans déchantent. Mis à part les héros, le character design n'est pas de Toriyama, et surtout on sent bien que ce n'est pas l'humour de Toriyama. Alors moi c'est simple, j'ai même pas été jusqu'au bout. Je crois que le coup de grâce, ça a été de découvrir le Super Saiyan 4. Je pense que Goku aurait dû garder son corps d'enfant. Il y aurait eu moyen de faire un homme singe, mais avec un design un peu différent, parce que redevenir adulte avec des grands poils roses, ça n'avait aucune logique pour moi au niveau du design. D'ailleurs, regardez le petit dessin que je suis en train de faire, et pour les plus fans d'entre vous, essayez de découvrir de quoi je me suis inspiré. Je vous donnerai la réponse en commentaire. À 20 ans, mon grand rêve devient réalité. Avec mon meilleur pote, on décide de partir quelques semaines au Japon. C'est évidemment un souvenir extraordinaire. D'ailleurs, si vous aimez le Japon, si vous avez envie d'aller au Japon, je vous pousse vraiment à tout faire pour y aller. Tokyo, c'était évidemment le paradis. J'ai trouvé des tonnes de trucs sur Dragon Ball et rempli ma valise. On a failli payer des suppléments à la douane. C'était vraiment l'abus. À l'époque, j'avais des correspondants japonais qui habitaient à Tokyo, j'ai pu les rencontrer, et mon correspondant avait un vieil ami de fac qui, à cette époque-là, travaillait à la Shueisha. Alors il nous a proposé de nous faire rentrer à la Shueisha avec mon pote, dans les locaux des magazines Shonen Jump, V-Jump et autres. On a été super bien reçus à l'époque, ils n'avaient jamais d'étrangers qui débarquaient chez eux. On nous a offert des goodies, et on a pu même s'asseoir là où, une semaine auparavant, Toriyama Sensei s'était assis. Donc je l'ai raté d'une semaine, ou de quelques jours. Après ça, je pouvais mourir. Plus de 10 ans sont passés, pendant tout ce temps, j'ai mis de côté ma folie Dragon Ball, je suis passé à d'autres choses, j'ai eu du boulot, et finalement, je retourne au Japon. Par pure nostalgie, je me procure sur place le dernier V-Jump, celui de mai 2013, si je ne m'abuse. Et il est truffé, évidemment, de choses sur Dragon Ball Heroes, et l'annonce du nouveau film Battle of Gods. J'étais un peu largué à niveau actu Dragon Ball, pour vous donner une idée, j'avais même pas regardé les Dragon Ball Kai. Et puis, j'ouvre ce V-Jump, et qu'est-ce que je vois? Un poster de Toriyama pour Battle of Gods. Alors quand vous regardez maintenant, ça reprend tous les personnages qui sont apparus dans Dragon Ball Super quelques années plus tard, mais ce poster a vraiment ravivé la flamme du vieux fan qui était en moi, c'est pas facile à dire. Et du coup, je me suis remis à m'intéresser à toute l'actu Dragon Ball, l'annonce de nouveaux films, Dragon Ball Super, et j'en passais des meilleurs. Et comme je gagnais ma vie à cette époque-là, du coup, je me suis mis à racheter tout ce qui me manquait à ma collection, tout ce que j'avais toujours voulu avoir. Enfin, pas tout, mais voilà, j'ai vraiment commencé à recollectionner un max. Et du coup, j'ai l'idée aujourd'hui de lancer une chaîne YouTube pour partager avec vous tout ce trésor de guerre que j'ai amassé depuis 1990, on va dire. Il va y avoir du unboxing, même si je laisse la place à l'excellent Marty Japan, de l'actu avec Dragon Ball Heroes, mais surtout, je compte vous présenter de vieilles pièces de collection concernant Dragon Ball et Toriyama. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt.